En fait, les Gilets jaunes sont une révolte très française et très classique en France. Un mouvement venu du terrain, de la base, qui a échappé à tous les partis politiques, à tous les syndicats, qui a pris comme le feu dans la plaine et qui vient de loin. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est la revanche des déplorables, des laissés pour compte de la nouvelle division internationale du travail. Et ça ne pouvait pas durer éternellement. C'est une révolte du bas et du niveau intermédiaire des classes moyennes. Les classes moyennes, c'est large, ça va, on va dire, des petits artisans jusqu'aux énarques. C'est une catégorie qui a fait face à l'explosion du prix du logement et qui constate aujourd'hui que ce qui lui reste à vivre en fin de mois remet en cause sa capacité même à maintenir son statut dans les classes moyennes. Là, j'ai le double d'un chômeur. Avec le double, avec tout ce qu'on me pompe sur ma paye, j'ai que dalle. Le 15 du mois, j'ai plus rien. Plusieurs chercheurs ont évalué la politique économique de François Hollande et puis les effets précis qu'elle a produits. Premier constat, il s'est produit un gigantesque transfert des ménages vers les entreprises via la hausse des impôts. Jamais la France n'avait subi un tel choc depuis le tournant de la rigueur en 83, alors que dans le même temps, les prélèvements sur les entreprises ont baissé, eux, de 20 milliards d'euros. Ça veut dire, François, que les ménages ont payé pour le rétablissement des entreprises françaises. Oui, exactement. Je dois dire quelque chose qui m'attriste et qui est commun à tous les acteurs, en fait, depuis que j'entends ça, c'est que les gens ne semblent pas comprendre d'un côté et de l'autre que la France, si elle a une culture et un peuple, n'a plus un système politique indépendant. Elle est dans la zone euro, elle est dans l'Union européenne. Aucun gouvernement ne peut résoudre les problèmes économiques de la France, de gauche, de droite, etc. Et donc, et je sais bien le caractère désespéré de ce que je dis, puisque seulement 28% des Français, en mars 2017, pensaient qu'il fallait sortir de l'euro. Donc une sorte d'aveuglement national collectif sur le mal qui petit à petit nous tue. Et là, je dois dire que tous les acteurs sont dans le même brouillard. Moi, je maintiens, je crois qu'il y a un mouvement de fond qui se fait, qui est une réponse, et on l'oublie trop souvent, à la violence totalitaire de l'État. Celle de la bureaucratie, celle de la technostructure, celle de l'organisation des partis. Moi, je crois qu'il y a à un moment donné quelque chose qui fait que l'anarchie revient, c'est ce qui est en jeu actuellement. L'anarchie, c'est l'ordre sans l'État. Un ordonnancement populaire, une puissance qui ne s'accommode pas, qui ne s'accorde pas au pouvoir divers ordres. Voilà, c'est ça qui me paraît là. Aujourd'hui, à Paris, plus personne ne sait comment la moitié de la France vit. Ils savent pas. Ils y vont jamais, ils connaissent pas. Les troubles que notre société traverse sont aussi parfois dus et liés au fait que beaucoup trop de nos concitoyens pensent qu'on peut obtenir sans que cet effort soit apporté. Parce que les Françaises et les Français détestent les réformes. La critique est lâchée. Parce que dès qu'on peut éviter les réformes, on ne les fait pas. C'est un peuple qui déteste cela. Il y a quand même une limite à la patience des gens. Si déjà ils ont une vie difficile et en plus on leur dit c'est de votre faute parce que vous êtes bêtes, ça agace. Alors, quel regard ? Je vais faire part d'une analyse qui n'est pas la mienne, qui est celle de Christophe Guilly, qui est ce géographe qui a analysé et très bien prévu ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que dit Christophe Guilly ? Il dit quelque chose qui est assez simple. Il dit que nos sociétés sont en train de se scinder en 3 groupes, qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Alors le premier groupe, c'est à l'intérieur des grandes métropoles, dont Paris, vous avez les gagnants de la mondialisation, c'est-à-dire ce qu'on appelle un peu les bobos, vous savez, c'est-à-dire les gars qui sont dans la finance, qui sont dans les médias, qui sont au gouvernement, qui sont... Et ces gars-là vivent, et la façon dont ils excluent les autres, c'est au travers d'un prix de l'immobilier absolument intouchable pour tout le monde, sauf pour eux. Donc ils bâtissent un monde où il n'y a que leur classe. Autour des bobos, dans une espèce de cercle concentrique qui fait à peu près une épaisseur de 20 km, vous avez leurs serviteurs, qui sont les travailleurs immigrés. Et c'est là que vont toutes les subventions distribuées par les bobos, qui contrôlent le budget en quelque sorte. C'est là qu'on fait des travaux aidants pour les transports en commun, en quelque sorte pour amener les serviteurs des bobos aux bobos plus facilement, si vous voyez ce que je veux dire.
Il y a des dépenses absolument gigantesques et ces populations sont extraordinairement subventionnées et elles n'ont pas toujours contribué à ces subventions. Je veux dire, ce sont souvent des subventions de gens qui, c'est pas des remboursements du travail qui ont été faits comme pour la Sécu, c'est des subventions nettes. C'est des gens qui n'ont rien payé pour ça. Et puis, quand vous dépassez cette frontière de 20 ou 30 km, après ça, vous avez le pays profond, où vivent à peu près 50% des Français. Et ça fait 20 ans qu'on les laisse crever. C'est là où les écoles ferment, c'est là où les hôpitaux ferment, c'est là où il n'y a pas de transport en commun, etc. Ben vous devenez enragé. Avant de développer ces titres, cette inquiétude à Creil, dans l'Oise. Un rassemblement ce matin à 11h devant l'hôtel de ville, rassemblement de patients, de médecins, de syndicalistes, d'élus locaux aussi, pour protester contre la fermeture de la maternité de la ville. L'agence régionale de santé a en effet décidé son transfert vers celle de Senlis, à 10 km. Le problème, c'est que 40% de la population à Creil n'a pas de véhicule personnel et qu'aucun bus ne relie ces deux villes. Et ce qui est très curieux, c'est que c'est la première révolte dans l'histoire de France depuis 1789, qui n'est pas une révolte de gauche. C'est une révolte de droite. C'est des gens travailleurs qui se lèvent le matin tôt et qui en ont marre et qui voudraient savoir où passe leur pognon. Pourquoi on leur prend tout ce pognon? Puisqu'on ne leur donne rien en échange. Non, c'est pas un mouvement progressiste au sens de la gauche, c'est un mouvement conservateur, c'est une sociologie de gens qui ont été méprisés et marginalisés par la double mondialisation. La mondialisation par le haut des métropoles, ils ont été chassés des centres-villes par la spéculation, et la mondialisation par le bas, c'est-à-dire l'immigration, dans les banlieues, ils ont été chassés aussi. Ça fait 2 fois déjà que vous en parlez. Non, Attendez, mais ces gens-là, c'est fondamental. Normalement, ils ne devraient pas avoir 50 km à faire pour aller travailler, ils devraient être dans les banlieues où il y a le métro. Seulement, ils ont été chassés des banlieues. Il ne faut pas oublier que Mélenchon est arrivé... D'abord, ils ont dit non aux Gilets jaunes pendant une dizaine de jours. Tout le monde oublie, hein. Enfin, Coquerel a quand même dit pendant une dizaine de jours que c'était des fascistes. Oui. Donc aujourd'hui, ils sont là en train de... Comme Castaner et Griveaux. C'est ça, ils sont en train de porter nos valeurs. Bon, d'accord, très bien, mais pendant 10 jours, voilà. Clémentine Autain a quand même dit que ça sentait trop le gasoil et la clope, elle aussi, et qu'elle n'irait pas parce que ces fâchés étaient plutôt des fachos. C'était l'expression qui a été utilisée à l'époque. L'élection donne le pouvoir aux meilleurs menteurs. Donc on a affaire à des professionnels, les meilleurs, les champions du mensonge. Le gars qui te dit à la fin, mon seul souci c'est vous, alors qu'il vient de nous voler, de nous piller, de détruire le droit du travail, de détruire la sécurité sociale, de détruire tout ce qui a été institué lors du Conseil national de la résistance. Donc la sécurité sociale notamment. Donc le plan c'est ça, c'est de faire de la sécurité sociale un centre de profit comme aux États-Unis. C'est juste révoltant. Et ce gars-là vient nous dire « mon seul souci, c'est vous », alors qu'il nous pille. Les mois qui précèdent 1789, enfin le 14 juillet, sont des mois qui ressemblent étonnamment à ce qui se passe tout de suite, mais étonnamment. L'aristocratie aujourd'hui, c'est l'oligarchie financière, c'est la haute administration, c'est les dirigeants des banques. Le clergé, qui formatait l'opinion publique sous Louis XVI, aujourd'hui, ce sont les grands médias. Le tiers-État, c'est les Gilets jaunes. Nous sommes exactement dans la même situation. Et donc tout le débat qui va avoir lieu là dans les semaines qui viennent, c'est de savoir est-ce que ce débat va être enterré ou bien est-ce qu'on va déboucher sur une nouvelle révolution française avec une espèce d'assemblée constituante nouveau genre et où l'on exige, et le peuple français veut désormais que ce soit lui qui décide de l'ensemble des grandes orientations politiques et économiques, alors que Macron a fermé le débat puisqu'il dit de toute façon je continuerai la politique qui échoue depuis 27 ans. Qui a créé la mondialisation? C'est pas un phénomène qui est tombé du ciel. C'est pas les Indiens ou les Chinois qui ont créé la mondialisation. C'est une politique déterminée qui a été poussée par les États-Unis en connivence avec la Commission de Bruxelles, avec notamment Sir Léon Brittan, qui était à l'époque dans les années 80 le commissaire chargé des négociations multilatérales, une politique délibérée qui a consisté à démanteler toutes les protections aux échanges de capitaux, de marchandises et de services. Ce qui a permis aux grandes sociétés américaines et européennes d'aller investir en Chine, d'y produire des usines pour bénéficier de salaires qui sont en gros 20 fois inférieurs. C'est ça qui a procuré le développement industriel ultra rapide de l'Inde et surtout de la Chine.
Bon, alors maintenant on nous dit regardez la concurrence chinoise. Mais qui a créé cette concurrence chinoise? Et comment faire pour en sortir de cette situation? Nous avons affaire entre la Chine, l'Inde, l'ensemble des pays d'Asie du Sud-Est, le Pakistan, le Bangladesh, l'Indonésie, etc. Nous avons, sans parler du Brésil et des pays d'Amérique latine, nous avons affaire, rien que dans la zone Asie, à plus de 3 milliards de personnes, 3 milliards, qui ont un niveau de vie et des salaires qui sont 20 fois inférieurs. C'est-à-dire que même si en France on supprimait d'un seul coup toutes les charges sociales, ce qui signifie au passage... On ne serait pas compétitif. Voilà, on ne serait pas compétitif, ce qui signifie qu'au passage, qu'il faudrait fermer les hôpitaux, les commissariats de police, l'armée, les écoles, etc. Et donc nous aurions une explosion sociale en France. Donc la France, comme d'ailleurs les pays occidentaux, est en train de perdre mois après mois sa substance. Nous perdons plusieurs milliers d'emplois industriels chaque mois. Et ça n'est pas parce que les charges sociales sont trop élevées, c'est parce que de toute façon, même s'il n'y avait pas de charges sociales, nous perdrions ces emplois parce que de toute façon, ni nous, ni aucun pays occidental ne sera compétitif face à 3 milliards de personnes qui sont avec un niveau de vie très inférieur, de l'ordre de 15 à 20 fois inférieur. Mais même dans mon pays, si je ne redonne pas un sens à cette mondialisation, si j'arrive pas à expliquer aux gens qu'elle est bonne pour eux et qu'elle sert à traiter les problèmes du quotidien et qu'ils y ont leur place, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ce seront les nationalistes, les extrêmes, ceux qui proposent de sortir de ce système qui gagneront. C'est une lame de fond qui ne va pas s'arrêter.